J'avais prévu ce voyage depuis des mois. Un sac à dos, une carte, et cette envie irrépressible de découvrir la Belgique autrement, en traversant ces villages oubliés et ces forêts profondes. Ce soir-là, je marchais entre Sozwa et Falaën, un coin perdu de la Wallonie. Le soleil s'était couché depuis peu, et le froid de la nuit commençait à s'infiltrer sous ma veste. Je voulais rejoindre mon auberge avant qu'il ne fasse complètement noir, alors j'ai décidé de prendre un raccourci. Une route de campagne, étroite et bordée de bois épais, serpentait entre les collines. D'après la carte, elle devait me faire gagner une bonne demi-heure. Pourtant, en m'engageant sur ce chemin, j'ai ressenti une étrange oppression, comme si l'air lui-même était plus lourd ici. Le silence m'a frappé en premier. Pas un bruit d'insectes, pas un bruissement de feuilles, comme si la nature retenait son souffle. Seuls mes pas résonnaient sur le sol irrégulier. Au bout de quelques minutes, j'ai vérifié mon téléphone, plus de réseau. Rien d'anormal dans une zone aussi reculée, mais une pointe d'inquiétude s'est insinuée en moi. Je me suis forcé à penser à autre chose, accélérant le pas. Après tout, ce n'était qu'un chemin de campagne comme un autre, n'est-ce pas? C'est d'abord un simple frémissement dans les branches qui a attiré mon attention. Un bruissement léger, presque imperceptible, comme si quelque chose s'était déplacé dans l'ombre des arbres. J'ai ralenti instinctivement, tendant l'oreille. Le vent? Peut-être, mais l'air était immobile. Puis, je l'ai entendu. Un chuchotement, faible, indistinct, glissant entre les troncs comme un souffle à peine audible. Mon cœur a raté un battement. Je me suis arrêté net, scrutant l'obscurité autour de moi. Rien. Pourtant, le murmure persistait. Un chapelet de syllabes inaudibles, comme si quelqu'un parlait juste assez fort pour que je sache qu'il était là, sans jamais comprendre ce qu'il disait. J'ai dégluti, tentant de me rassurer. Mon esprit me jouait des tours. Peut-être un écho, ou un animal caché dans les buissons. J'ai repris ma marche, plus rapidement cette fois, jetant des coups d'œil furtifs sur les côtés. Mais alors que je m'éloignais, les chuchotements se sont transformés. Ce n'étaient plus de simples murmures indistincts. Ils prononçaient un mot. Mon prénom. Une sueur glacée a perlé sur ma nuque. J'ai brusquement tourné la tête, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité du sous-bois semblait plus épaisse, comme si elle m'observait en retour. Qui pouvait bien connaître mon nom dans un endroit aussi désert? J'ai voulu me convaincre que j'avais mal entendu, que c'était une coïncidence, un bruit du vent déformé par mon imagination. Mais plus j'avançais, plus cette illusion se fissurait. Les voix continuaient. D'abord lointaines, elles semblaient se rapprocher à chaque pas. Elles n'appelaient plus seulement mon nom, elles chuchotaient d'autres mots, trop bas pour que je les comprenne, mais suffisamment clairs pour que je sache qu'elles me parlaient. Comme une conversation secrète dont j'étais le centre. Mon téléphone. Je l'ai sorti précipitamment de ma poche, espérant capter un signal, n'importe quoi pour briser cette sensation d'isolement oppressant. Rien. L'écran affichait un vide absolu. Pas de réseau. Pas de GPS. Comme si cet endroit n'existait sur aucune carte. Une angoisse sourde a commencé à m'envahir. J'ai accéléré le pas, sentant mon souffle s'accélérer avec moi. Chaque bruissement derrière moi me faisait sursauter. J'avais la certitude grandissante que je n'étais plus seul sur cette route. Quelque chose était là. Pas seulement des voix dans l'obscurité, quelque chose de physique. Je n'ai pas osé me retourner immédiatement. Une part de moi savait qu'il ne fallait pas. Mais l'autre brûlait d'un besoin maladif de savoir. Alors j'ai cédé. J'ai jeté un regard rapide par-dessus mon épaule. Là, entre les troncs, quelque chose avait bougé. Une silhouette indistincte, à peine perceptible dans l'ombre, s'était effacée derrière un arbre au moment où mes yeux s'étaient posés sur elle. Le froid a engourdi mes membres. Je n'étais pas fou. Quelqu'un ou quelque chose me suivait. Mon instinct a pris le dessus. Je ne pouvais plus marcher, je devais courir. Mes jambes se sont mises en mouvement avant même que mon esprit n'ait pris la décision. Mon sac à dos ballottait violemment contre mes épaules, mais je n'y prêtais plus attention. Derrière moi, les chuchotements s'étaient transformés en un bourdonnement oppressant, comme une multitude de voix se superposant dans un langage incompréhensible. Je sentais une présence, non, plusieurs. Elles se déplaçaient dans l'ombre des arbres, suivant mon rythme, se rapprochant à chaque foulée. Mon souffle était court, ma gorge brûlait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas ici. Pas maintenant. À chaque virage du chemin, j'espérais voir les lumières d'un village, une maison, n'importe quoi qui briserait cet enfer nocturne. Mais il n'y avait que cette route interminable, bordée de ténèbres qui semblaient vouloir m'engloutir. Puis, soudain, un son. Pas un murmure cette fois. Un pas. Clair. Précis. Juste derrière moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai senti un souffle glacé frôler ma nuque. Une main invisible semblait vouloir s'accrocher à moi.
Une force indescriptible me tirait en arrière, comme si l'obscurité elle-même essayait de me happer. Dans un dernier sursaut de panique, j'ai hurlé et me suis élancé de toutes mes forces vers l'avant, les jambes en feu, les poumons prêts à exploser. Et enfin, au détour d'un virage, j'ai vu les premières lumières du village percer l'obscurité. Dès que j'ai franchi les premières maisons, tout s'est arrêté. Les murmures, les pas, cette sensation oppressante d'être suivi. Comme si quelque chose, tapi dans l'ombre, s'était brusquement figé au seuil du village, incapable d'aller plus loin. J'ai ralenti, le souffle coupé, les jambes tremblantes. La peur me tordait encore les entrailles, mais un maigre sentiment de sécurité commençait à s'installer. J'étais enfin sorti de cette route maudite. J'ai repéré un petit café encore ouvert et je me suis précipité à l'intérieur. Quelques habitués discutaient autour du comptoir, un serveur essuyait des verres. Dès mon entrée, les conversations se sont interrompues. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je devais être livide, les vêtements froissés, le visage marqué par la panique. J'ai essayé de reprendre mon souffle avant de balbutier. Quelque chose, sur la route, j'ai entendu des voix. Il y avait quelqu'un. Un silence pesant s'est installé. Le serveur a échangé un regard avec un vieil homme assis près de la fenêtre. Ce dernier a lentement secoué la tête avant de murmurer. « Tu as pris le sentier, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, cherchant une explication. Mais au lieu de répondre, il a juste lâché, d'une voix grave. « On ne marche pas seul sur cette route, la nuit. » Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Personne ne m'a répondu. Ils se sont simplement détournés, comme s'il n'y avait rien d'autre à dire. Comme s'ils savaient, mais refusaient d'en parler. Je suis resté là, figé, réalisant une chose terrifiante. Si les murmures connaissaient mon nom cette nuit, cela voulait dire qu'ils m'avaient déjà vu avant. Et s'ils m'avaient vu une fois, ils pouvaient recommencer. Nous avions enfin trouvé la maison parfaite. Après des mois de recherche et de visites décevantes, cette demeure médiévale de Liswege nous était apparue comme une évidence. Son architecture ancienne, ses poutres en bois massif et ses vitraux colorés lui donnaient un charme presque irréel. Un vestige du passé, figé dans le temps. Dès que nous avons franchi le seuil, j'ai senti quelque chose d'étrange, une sensation indéfinissable, comme si la maison retenait son souffle. Ma femme, Élodie, était conquise. Elle s'imaginait déjà cuisiner dans la grande cuisine d'époque, tandis que notre petite Lucie, 4 ans à peine, courait en riant sur le parquet grinçant. Moi, j'hésitais. Quelque chose me dérangeait, une impression fugace, un détail que mon esprit ne parvenait pas à saisir. Pourtant, la maison semblait en parfait état malgré son âge avancé. Les voisins, eux, avaient une attitude étrange lorsque nous leur avons annoncé notre emménagement. Ils nous observaient avec un sourire crispé, comme si nous faisions une erreur qu'ils n'osaient pas mentionner. Un vieux monsieur, accoudé à sa fenêtre, nous avait lancé un regard insistant, presque inquiet, avant de disparaître derrière son rideau. Mais à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Nous étions heureux. Nous venions de poser nos valises dans ce qui, pensions-nous, allait être le foyer idéal pour notre famille. Ce n'est que quelques jours après notre installation que nous avons entendu parler de l'ancienne propriétaire. Cela a commencé par une conversation banale avec la boulangère du village. En voyant Lucie croquer dans une brioche avec enthousiasme, elle avait souri et demandé si nous aimions la maison. J'avais répondu par l'affirmative, racontant avec fierté comment nous avions enfin trouvé l'endroit parfait pour élever notre fille. Son sourire s'était figé. « C'est une belle maison, bien sûr. Mais vous savez, Madame Devry y a vécu longtemps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. » J'avais froncé les sourcils. « Disparu? Vous voulez dire qu'elle a déménagé? » Non, pas vraiment. Elle s'est volatilisée, du jour au lendemain. Personne ne l'a jamais revue. Je m'étais attendu à une explication rationnelle, mais il n'y en avait pas. Selon les villageois, la vieille femme vivait seule, sans famille ni amis proches. Un jour, on avait remarqué que sa maison restait silencieuse plus longtemps que d'habitude. Personne ne l'avait vue depuis des semaines. Lorsqu'on était finalement entré chez elle, on avait trouvé toutes les portes verrouillées de l'intérieur. Rien ne semblait déplacé, pas de signe de lutte, pas d'effraction. Son repas était encore sur la table, intact. Son fauteuil près de la cheminée portait la marque de son corps, comme si elle venait tout juste de s'y asseoir. Mais elle n'était plus là. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle avait perdu la tête et s'était enfermée quelque part dans la maison. D'autres parlaient de tunnels secrets sous la ville, de passages oubliés. Mais ce qui revenait toujours dans les murmures des anciens du village, c'était une seule et même chose. Madame devrait passer des heures dans le grenier. J'aurais pu rire de tout cela. Après tout, ce n'était qu'une légende de village, une histoire que l'on se raconte entre voisins.
Mais cette nuit-là, alors que je m'apprêtais à m'endormir, une pensée m'a traversé l'esprit, glaciale et intrusive. Nous n'avions jamais visité le grenier. Une nuit, alors que tout semblait calme, un bruit étrange m'a tiré de mon sommeil. C'était le murmure de la voix de Lucie, douce et pourtant distincte, comme si elle conversait avec quelqu'un. Je m'étais redressé dans le lit, confus, encore à moitié endormi. Je l'avais regardée, et là, un frisson m'a parcouru le dos. Elle était assise dans son lit, les yeux fixés sur un coin de la pièce, parlant doucement, comme si elle répondait à une question que personne d'autre ne pouvait entendre. Je me suis tourné vers Élodie, qui dormait paisiblement à mes côtés, sans réagir. Mon cœur battait plus fort. J'ai attendu un moment, mais le bruit continuait. Je me suis levé doucement et me suis approché de la porte de la chambre de Lucie. En la franchissant, j'ai vu ma fille dans une position étrange, une expression sérieuse sur le visage, ses bras serrés autour de ses genoux, comme si elle écoutait attentivement quelqu'un. Lucie? Elle a tourné la tête lentement, comme si elle venait à peine de me remarquer, puis elle m'a regardé avec un sourire innocent. Maman et papa sont-ils réveillés? M'a-t-elle demandé. Oui, mon amour. Mais avec qui parles-tu? Elle a baissé les yeux, son sourire s'est élargi, d'une voix douce, presque chuchotée, elle a répondu. Avec la madame du grenier. J'ai eu un frisson, une sensation étrange qui m'a traversé, me serrant le cœur. Le grenier. Je n'avais même pas pensé à cela. Pourquoi en parler maintenant, après tout ce temps? Je lui ai posé une autre question, essayant de rester calme malgré l'angoisse qui montait en moi. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Lucie m'a regardé de nouveau, ses yeux brillants, comme si la réponse était évidente pour elle. Elle me parle de sa vieille chaise. Elle dit qu'elle est seule, là-haut. Que personne ne vient la voir. À ce moment-là, je n'ai pas su quoi dire. J'ai essayé de rationaliser, mais une partie de moi savait que ce n'était pas juste un jeu d'enfant. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Lucie ne comprenait pas encore, mais que moi, je sentais déjà. Je l'ai prise dans mes bras, l'ai bercée pour la calmer, mais le doute persistait, profond et insidieux. Pourquoi parlait-elle de cette « madame » ? Pourquoi le grenier? Pourquoi cette vieille chaise? Tout cela n'avait aucun sens. Le lendemain, je n'ai pas pu chasser l'inquiétude qui m'envahissait. Chaque fois que je pensais au grenier, un froid glacial m'envahissait, comme si un poids invisible m'écrasait la poitrine. Après le dîner, j'ai pris la décision de monter. J'avais besoin de comprendre. Lucie s'était endormie tôt ce soir-là, épuisée par la journée. Élodie était dans la cuisine, en train de nettoyer après le repas. Je me suis excusé et lui ai dit que j'allais inspecter un peu le grenier. Elle n'a pas fait d'objection, pensant probablement que je voulais simplement voir d'où venait cette étrange atmosphère. Le escalier menant au grenier était étroit et sinueux, comme s'il n'avait jamais été conçu pour être utilisé fréquemment. Les premières marches craquaient sous mon poids, et le bruit résonnait de manière étrange, amplifié dans le silence de la maison. Je me suis arrêté un instant devant la porte, la main posée sur la poignée, une légère hésitation me traversant l'esprit. Quand j'ai ouvert la porte, une odeur de poussière et de bois anciens m'a envahi. L'espace était sombre, la lumière tamisée par une petite fenêtre étroite, mais assez pour éclairer l'intérieur poussiéreux. Je n'avais jamais pris le temps de monter jusqu'ici, et l'état du grenier était pire que ce que j'avais imaginé. Des objets oubliés étaient éparpillés un peu partout. De vieux meubles, des boîtes en carton empilées, des bibelots abandonnés. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, c'était la chaise. Elle se trouvait au centre de la pièce, tournée vers un coin, ses accoudoirs usés par des années d'usage. Une chaise de balancier, en bois noir, qui semblait avoir été laissée là des années auparavant. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle bougeait, lentement, d'avant en arrière, comme si quelqu'un venait de se lever. Je me suis avancé lentement, le cœur battant, et mes yeux ont parcouru les murs. C'est là que je l'ai vue, des marques profondes sur le bois, comme si quelque chose ou quelqu'un avait griffé les murs avec une force désespérée. Des traces de griffes, disposées sur toute la surface du bois, comme si un être invisible avait tenté de s'échapper ou de s'enfuir. J'ai essayé de rationaliser tout ça. Peut-être un rongeur, ou peut-être que la chaise était simplement abîmée par le temps. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une sensation oppressante, un malaise qui se renforçait à chaque seconde passée dans cette pièce. Je suis resté là, figé, sans savoir quoi faire. Les bruits autour de moi semblaient amplifiés. Le léger grincement de la chaise, le souffle du vent dans la fenêtre. Et puis, une pensée s'est installée dans ma tête, tenace, glaçante, elle n'est jamais partie. Je n'ai pas pu supporter plus longtemps cette sensation. J'ai quitté le grenier précipitamment, fermant la porte derrière moi. Mais la pièce, et cette chaise, ne m'ont pas quitté. Les jours suivants ont été un tourbillon de confusion et de terreur silencieuse.
J'avais l'impression d'être constamment observé, comme si la maison elle-même me scrutait à travers ses murs et ses poutres. Lucie continuait de parler de la madame du grenier avec une facilité déconcertante. Ces conversations devenaient de plus en plus fréquentes, comme si elle avait établi un lien invisible avec cette présence qui semblait hanter l'étage supérieur. Une nuit, alors que je me réveillais en sueur, une pensée m'a frappé. Une pensée si perturbante que je n'ai pas pu la repousser. J'avais entendu dire que la vieille femme, la fameuse madame Devry, avait vécu seule dans cette maison pendant des années, presque repliée sur elle-même. Mais qu'en était-il de la chaise? Pourquoi n'étais-je pas capable d'oublier ce détail? Pourquoi cette chaise semblait-elle avoir une histoire? Je suis retourné au grenier, seul cette fois. J'avais besoin de réponses. Quand j'ai ouvert la porte, l'atmosphère était encore plus oppressante. Le temps semblait s'être suspendu dans cette pièce, comme si l'air lui-même était figé, chargé d'une énergie que je ne comprenais pas. La chaise était toujours là, toujours en train de se balancer lentement. Le mouvement était imperceptible, mais je pouvais le voir. Je me suis approché, le cœur battant, et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose de terrible. Des marques de mains, pâles et presque invisibles, étaient maintenant visibles sur les accoudoirs de la chaise. Des marques récentes, comme si quelqu'un d'invisible, venait de s'y installer. Je n'avais aucune explication logique. Il n'y avait pas de vent, aucune raison physique pour que la chaise bouge. Et puis j'ai entendu un bruit, faible, presque inaudible, mais assez distinct pour me faire sursauter. C'était un souffle, un murmure, juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne. Mais dans la pénombre, une silhouette était là. À peine visible, elle se tenait dans l'ombre, comme si elle se fondait dans la pièce elle-même. Je pouvais sentir son regard froid sur moi, une présence pesante qui semblait sortir de nulle part. « Pourquoi êtes-vous parti » La voix était faible, presque un chuchotement, mais je l'avais entendu clairement. Le souffle court, je suis resté là, pétrifié, comme si la réalité elle-même se dérobait sous mes pieds. La silhouette était disparue en un instant, mais sa voix résonnait encore dans mon esprit, une voix que je n'avais jamais entendue mais qui semblait me connaître intimement. En redescendant, une question me hantait. Pourquoi m'avait-elle dit cela? Pourquoi m'avait-elle accusé de partir? Ce n'était plus simplement une vieille légende de village. Ce n'était pas une histoire à ignorer. La maison, le grenier, la chaise, tout semblait me dire que cette présence n'était pas simplement celle d'un esprit errant. Elle avait été là, prise dans ce lieu depuis des années. Et elle ne comptait pas partir. Le lendemain matin, Lucie m'a posé une question qui m'a glacé jusqu'aux os. « Pourquoi avez-vous fermé la porte du grenier, papa? Elle est déjà là, en bas. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas osé. Mais au fond de moi, je savais que la maison n'était pas simplement un lieu abandonné par le temps. Elle était un piège. Et j'étais pris dedans. Nous étions enfin arrivés à Wéry, un petit village perdu au milieu des collines belges, réputé pour ses menhirs antiques et son atmosphère empreinte de mystère. L'air était frais, chargé d'une odeur de terre humide et de bois ancien. Les rues pavées étaient presque désertes, à l'exception de quelques habitants qui nous observaient du coin de l'œil, comme si notre présence les dérangeait. Dès notre arrivée, une silhouette massive attira mon regard, une église de pierre, sombre et imposante, qui se dressait au cœur du village. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose dans son architecture me mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce la patine du temps qui recouvrait ses murs, ou bien la manière dont ses vitraux ternis reflétaient faiblement la lumière du jour déclinant. « On devrait aller voir, non ?» proposa ma compagne, fascinée par les vieilles constructions. Je hochai la tête, curieux moi aussi. Nous nous approchâmes du grand portail en bois, espérant pouvoir entrer, mais il était fermement verrouillé. Je tirai sur la poignée, frappai légèrement, sans réponse. À travers les interstices de la porte, je crus apercevoir l'intérieur faiblement éclairé par les derniers rayons du soleil. « C'est étrange, » dis-je en me retournant. « Une église d'un village aussi ancien devrait être ouverte? Non ?» Ma compagne haussa les épaules, puis s'accroupit près d'une des pierres bordant le parvis. Elle passa la main sur sa surface rugueuse, son expression changeant légèrement. « Regarde ça !» Je m'accroupis à mon tour et découvris d'étranges gravures, à peine visibles sous la mousse. Elles formaient des symboles complexes, en spirale et en lignes entrelacées. Je passai mon doigt dessus, sentant une légère vibration sous ma peau. Un frisson me parcourut l'échine. « Peut-être qu'on devrait demander à quelqu'un, » murmurai-je en me redressant. Elle hocha la tête, et nous nous éloignâmes de l'église, sans nous douter que la nuit qui approchait allait marquer le début d'un cauchemar auquel nous n'étions pas préparés. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, nous errions encore dans le village, cherchant un endroit où dîner. L'atmosphère semblait différente maintenant, plus lourde,
plus silencieuse. Les rues étroites, bordées de maisons de pierre aux volets clos, nous donnaient l'impression d'être seuls au monde. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Un carillon profond, résonnant à travers le village, brisant le silence d'une manière presque violente. Un deuxième coup suivi, puis un troisième, s'accélérant comme si quelqu'un s'acharnait sur la cloche. Nous nous sommes arrêtés net, échangeant un regard inquiet. « C'est l'église » chuchota ma compagne. Je levai les yeux vers le clocher. À travers l'obscurité naissante, on distinguait parfaitement la silhouette de la tour. Vide. Aucun mouvement derrière les ouvertures sombres, aucun signe de vie. Et pourtant, la cloche continuait de sonner, comme frappée par une main invisible. Un frisson parcourut mon dos. « Viens » dis-je en attrapant sa main. « On va demander à quelqu'un. » Nous avons accéléré le pas jusqu'à une petite maison non loin de là, où une lumière vacillante filtrait à travers les rideaux. Je frappai à la porte, et après un instant, elle s'ouvrit sur un vieil homme au visage marqué par le temps. Ses yeux pâles se posèrent sur nous, puis sur l'église en arrière-plan. Il savait déjà ce que nous allions demander. « Excusez-moi » commençai-je. « Le clocher, qui sonne à cette heure ?» L'homme blêmit immédiatement. Il jeta un regard craintif vers la tour avant de secouer vivement la tête. « Rentrez chez vous » murmura-t-il. « Mais, rentrez. Ne posez plus de questions. » Sa voix tremblait. Il referma la porte sans un mot de plus, nous laissant seuls dans l'obscurité grandissante. Les cloches s'étaient tues. Un silence pesant s'abattit sur le village, plus oppressant encore qu'avant. Je sentis ma compagne frissonner à côté de moi. « On fait quoi » demanda-t-elle à voix basse. Je n'avais pas de réponse. Mais une chose était sûre, quelque chose n'allait pas dans ce village. Et nous venions peut-être de faire une erreur en essayant de comprendre. La maison d'hôte où nous logions était une bâtisse en pierre, à l'écart du village, entourée de champs et de bois sombres. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, avec des poutres en bois massif et une cheminée crépitante dans le salon. Pourtant, malgré le confort apparent, une sensation diffuse d'inquiétude ne me quittait pas. Nous avions à peine échangé quelques mots depuis notre rencontre avec le vieil homme. L'étrangeté de sa réaction, combinée au son inexplicable des cloches, nous laissait un sentiment de malaise que ni le dîner ni le vin n'avaient réussi à dissiper. Il était tard quand nous sommes montés dans notre chambre, une pièce simple mais agréable, avec une grande fenêtre donnant sur les champs. Au loin, dans l'obscurité, je pouvais deviner la silhouette des menhirs dressés contre l'horizon nocturne. Je ne savais pas pourquoi, mais leur présence me mettait mal à l'aise. Nous nous sommes glissés sous les couvertures, et après quelques minutes, ma compagne s'est endormie. J'aurais aimé en faire autant. Mais une angoisse sourde me tenaillait, une impression absurde que quelque chose rôdait dehors, juste hors de ma vue. C'est alors que le son revint. Les cloches. Un tintement lent d'abord, lointain, hésitant. Puis plus fort, plus frénétique. Je me redressai brusquement dans le lit, le cœur battant. J'avais une vue directe sur l'église depuis notre fenêtre, mais la tour restait plongée dans l'obscurité. Aucun mouvement, aucune lueur. « Hé, réveille-toi » murmurai-je en secouant ma compagne. Elle grogna légèrement avant d'écarquiller les yeux. « Quoi » Mais avant que je ne puisse répondre, elle l'entendit aussi. Les cloches. Elle se redressa à son tour, blême. Puis nous avons vu les ombres. Autour des menhirs, elles se déplaçaient lentement, comme des silhouettes humaines, mais distordues. Trop grandes, trop minces, leurs mouvements étranges, désarticulés. Elles semblaient danser, tournoyant en silence au rythme des cloches qui résonnaient dans la nuit. « C'est quoi ça » souffla-t-elle d'une voix brisée. Je ne pouvais pas répondre, mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais. Puis, l'une d'elles s'arrêta, tourna lentement la tête dans notre direction. Et même depuis cette distance, je sentis son regard se poser sur nous. Le lendemain matin, nous descendîmes prendre le petit déjeuner, mais l'appétit n'y était pas. Ma compagne et moi échangions à peine quelques mots, hantés par ce que nous avions vu la nuit précédente. Nous avions à peine dormi, et pourtant, au lever du jour, il n'y avait plus aucune trace des ombres. Les menhirs se dressaient dans la brume matinale, inoffensifs en apparence. Dans la salle à manger, les autres clients parlaient à voix basse, comme si une tension invisible pesait sur l'air. La propriétaire, une femme d'une cinquantaine d'années, nous servit du café et du pain frais. Son sourire semblait forcé. « Vous avez bien dormi » demanda-t-elle. Je marquai une hésitation. « Pas vraiment. » Les cloches. Son visage se figea aussitôt. Je vis son regard glisser vers ma compagne, puis vers les fenêtres donnant sur l'extérieur. « Vous les avez entendues » souffla-t-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, et on a vu quelque chose » ajouta ma compagne à voix basse. « Près des menhirs. » La femme blanchit.
Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle déposait la cafetière sur la table. « Écoutez-moi bien, dit-elle. Les cloches de l'église, elles ne devraient pas sonner. Pas depuis longtemps. »« Comment ça ?» demandai-je, le cœur battant. Elle hésita un instant, puis s'assit face à nous, jetant un regard furtif autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Il y a très longtemps, ce village n'était pas comme aujourd'hui. On ne venait pas ici pour admirer les menhirs. On venait pour autre chose. Elle baissa la voix, ses doigts serrant nerveusement le bord de la table. Il y a eu des rituels. Des offrandes faites à quelque chose. Les menhirs ne sont pas juste des pierres. Ils marquent un lieu d'emprisonnement. Une ancienne présence que nos ancêtres ont tenté de sceller sous terre. Une présence ? Répétai-je, un frisson glacé me parcourant l'échine. Elle hocha lentement la tête. Les cloches sonnent quand ça se réveille. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Et ça veut quoi ?» murmura ma compagne. La propriétaire nous fixa avec une gravité inquiétante. « Revenir. Nous n'aurions jamais dû retourner à l'église. Une partie de moi le savait déjà, mais après ce que la propriétaire nous avait raconté, nous ne pouvions pas simplement partir sans comprendre. Peut-être par curiosité morbide, peut-être par pur instinct d'autopréservation, comme si savoir nous donnerait une chance d'échapper à ce qui rôdait dans l'ombre. Lorsque nous sommes arrivés sur le parvis, l'église était différente. Le jour précédent, elle semblait simplement vieille, abandonnée. Maintenant, elle dégageait une présence, une attente. Les pierres sombres paraissaient plus imposantes, les gravures que nous avions à peine remarquées la veille semblaient plus nettes, comme si elles avaient été fraîchement taillées. Cette fois, la porte était entr'ouverte. Nous avons échangé un regard incertain. Personne ne nous avait dit que l'église était en activité. Alors qu'il avait ouverte, je poussai lentement la porte. Une odeur de pierre humide et de bois ancien flottait dans l'air. La lumière filtrant à travers les vitraux était faible, presque inexistante, comme si quelque chose dehors empêchait le soleil d'entrer complètement. Nous avons avancé prudemment entre les bancs poussiéreux, jusqu'à l'autel. Et c'est là que nous l'avons vu. Un alsapao, caché sous un tapis élimé. Mon cœur battait à tout rompre. Il aurait été logique de partir, de fuir ce lieu, mais une force invisible me poussait à continuer. J'attrapai l'anneau métallique et soulevai la trappe. Un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. On ne devrait pas, commença ma compagne, la voix tremblante. Mais je ne pouvais plus reculer. Une odeur immonde remontait du passage, un mélange de terre humide et de quelque chose de plus ancien, de plus corrompu. Nous avons descendu les marches, chaque pas résonnant dans un silence sépulcral. En bas, la crypte était minuscule, voûtée, ses murs couverts d'inscriptions gravées à même la pierre. Au centre, il y avait des chaînes rouillées, brisées. Quelque chose avait été attaché ici. Et quelque chose s'était libéré. Un courant d'air glacial me fit frissonner. Puis un bruit se retentit au-dessus de nous. Les cloches. Elles sonnaient à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient plus seules. Un raclement monta des ténèbres derrière nous. Nous n'étions pas seuls. J'avais besoin de solitude. La routine, les bruits incessants de la ville, les obligations, tout cela m'étouffait. Alors, quand j'ai entendu parler de Vré-sur-Semois, un petit village reculé entouré de forêts denses et traversé par une rivière calme, j'ai su que c'était l'endroit parfait pour un week-end de pêche et de tranquillité. Je suis arrivé en fin d'après-midi. La route sinueuse m'avait conduit à travers des paysages magnifiques, des bois profonds où la lumière du soleil filtrait à peine à travers le feuillage. Le village lui-même était modeste, quelques maisons en pierre aux volets délavés, une auberge minuscule et une épicerie à peine plus grande qu'un cabanon. À cette heure-là, il n'y avait presque personne dehors. Une femme âgée balayait son perron sans me jeter un regard, et un homme fumait sa pipe devant l'auberge, fixant un point invisible devant lui. Je ne m'y suis pas attardé. Mon véritable objectif était la rivière Semois, à quelques kilomètres du village. Après une courte marche sur un sentier forestier, j'ai trouvé un endroit idéal, une clairière paisible au bord de l'eau, parfaitement isolée. Les seuls bruits venaient du courant de la rivière et du bruissement des feuilles. C'était exactement ce que je cherchais. J'ai installé mon campement avec efficacité. Ma tente était simple mais robuste, montée à quelques mètres de la berge. J'ai préparé mon matériel de pêche et me suis assis près de l'eau, lançant ma ligne tout en respirant profondément l'air pur, chargé d'odeurs de mousse et de terre humide. L'après-midi s'est écoulé lentement, bercé par le clapotis de l'eau et le chant lointain des oiseaux. À mesure que le soleil déclinait, une légère brume s'est levée au-dessus de la rivière, donnant au paysage une atmosphère irréelle. J'ai souri, savourant ce moment parfait de calme absolu, loin du tumulte du monde. À cet instant, j'étais convaincu que ce week-end serait une parenthèse paisible.
J'ignorais encore que la nuit allait tout changer. La nuit était tombée depuis un moment. Assis près du feu de camp, je surveillais distraitement ma casserole où mijotait un ragoût simple, le parfum du bouillon se mêlant à l'odeur du bois brûlé. L'air était frais, légèrement humide, et seul le murmure du courant venait troubler le silence environnant. C'était une solitude apaisante, exactement ce que j'étais venu chercher. Puis, sans raison apparente, une sensation étrange s'empara de moi. Un frisson glacé remonta le long de ma nuque. Quelqu'un m'observait. Je relevai la tête, scrutant les ténèbres autour du camp. Les flammes du feu projetaient des ombres dansantes sur les troncs des arbres, déformant leurs silhouettes. Mais tout semblait normal. Rien d'anormal, juste la nuit, la forêt et le courant paisible du semois. Et puis, je le vis. De l'autre côté de la rivière, à une vingtaine de mètres à peine, un homme se tenait immobile. Son corps était rigide, les bras le long du corps, comme s'il attendait quelque chose. Sa tenue était étrange, des vêtements usés, trempés d'eau, plaqués contre sa peau par l'humidité. C'était comme s'il venait de sortir du fond de la rivière. Mon premier réflexe fut de l'appeler. Peut-être un pêcheur en détresse? Un randonneur perdu? Ça va? Vous avez besoin d'aide? Aucune réponse. Aucun mouvement. Il restait là, droit comme un piquet, face à moi. Puis, sous la lueur vacillante du feu, je distinguai enfin son visage. Ou plutôt, son absence de visage. Là où auraient dû se trouver ses yeux, son nez, sa bouche, il n'y avait rien. Juste une surface lisse, pâle, uniforme, comme de la cire fondue. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Mon cœur se mit à battre à un rythme irrégulier. Ce n'était pas possible. L'homme sans visage ne bougeait toujours pas. Mais maintenant, j'avais l'impression qu'il me voyait quand même. Qu'il me fixait d'une manière qui dépassait la compréhension humaine. Et moi, j'étais incapable de détourner le regard. Un poids écrasant s'abattit sur ma poitrine. Je voulais bouger, courir, m'éloigner de cette chose, mais quelque chose m'en empêchait. C'était comme si l'air autour de moi s'était épaissi, devenu lourd et poisseux, me clouant sur place. Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes, brutal et irrégulier. Le feu crépitait toujours à mes pieds, mais le reste du monde semblait s'être figé. Plus de bruissements dans les feuillages, plus de clapotis de l'eau contre les rochers, plus le moindre son d'insectes. Un silence total, oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, lentement, l'homme sans visage inclina la tête sur le côté, d'un mouvement mécanique, trop rigide pour être naturel. Un gémissement étranglé monta dans ma gorge. Mon corps ne m'obéissait plus. Je tentais de reculer, de m'arracher à cette force invisible qui me paralysait. Mes muscles étaient lourds, comme engourdis. Mes mouvements semblaient ralentis, comme si je me déplaçais sous l'eau. Chaque pas était un effort colossal. Et pourtant, de l'autre côté de la rivière, l'homme restait là, statique, silencieux, immuable. Puis, sans prévenir, les flammes de mon feu de camp vacillèrent violemment, projetant des ombres déformées sur les arbres. Un frisson glacé parcourut mon dos, et d'un seul coup, le bruit du monde revint, brutal et assourdissant. Le bruissement des feuilles, le ruissellement de la rivière, le chant des grillons. Tout d'un coup, la nuit avait repris ses droits. Je clignai des yeux. L'homme avait disparu. Pendant un instant, je restai figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Avais-je halluciné? Le froid, la fatigue, la solitude, peut-être que mon esprit me jouait des tours. Non, ce que j'avais vu était réel. Un craquement retentit derrière moi, tout près de ma tente. Je me retournai d'un bond, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Il y avait quelqu'un. Mais cette fois, ce n'était plus de l'autre côté du fleuve. C'était juste là, avec moi, dans mon campement. Le matin arriva lentement, avec une lumière pâle filtrant à travers les arbres. Je me réveillai en sursaut, le souffle court, le corps encore raidi par la peur de la veille. Je n'avais pas bien dormi, les yeux fixés sur la toile de ma tente, attendant, écoutant, persuadé que quelque chose allait se manifester à tout instant. Mais la nuit était enfin passée, et avec elle, l'homme sans visage, ou du moins, je l'espérais. Je pris une grande inspiration, tentant de me calmer. Le feu était presque éteint, ses braises rougeoyantes étaient la seule source de lumière. J'étendis les bras, cherchant à détendre mes muscles tendus, et me diriger vers l'extérieur. Le monde était calme, trop calme. Le chant des oiseaux, la brise légère dans les feuilles, le clapotis tranquille de la rivière. Tout semblait à sa place. Mais cette sensation de malaise persistait, comme une ombre invisible qui me suivait. Je rassemblai mes affaires, m'efforçant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Il fallait que je parte. Je me penchai pour ranger ma tente, quand quelque chose attira mon attention. Au sol,
Autour de mon campement, des empreintes fraîches. Mais pas n'importe quelles empreintes. Elles étaient clairement visibles, malgré la terre humide, et molle. Des traces de pas en eau, comme si quelqu'un venait de marcher là, tout près, pendant la nuit. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Les empreintes n'étaient pas là la veille. Je les avais bien regardées. Mais aujourd'hui, elles étaient là, tout autour de ma tente. Je m'accroupis, les yeux écarquillés. Les pas étaient trempés, comme si la personne qui les avait laissés avait marché dans l'eau pendant des heures. Mais ce n'était pas tout. Les traces semblaient n'avoir ni début, ni fin. Elles ne provenaient pas de la rivière. Elles étaient simplement là. Je me redressai brusquement, un frisson glacé m'envahissant. Les pas tournés autour de ma tente, se dirigeaient vers elle, comme si quelqu'un s'était arrêté à côté de moi pendant que je dormais. Comme si cet être sans visage était resté là, tout près, juste à côté, me regardant dormir. Je n'eus pas le courage de m'attarder davantage. Je devais partir. Peu importe ce que j'avais vu ou ressenti, il fallait que je quitte cet endroit maudit. Alors que je commençais à ranger précipitamment mes affaires, une dernière pensée me traversa l'esprit. Pourquoi ces empreintes ne se dirigeaient-elles jamais vers le fleuve? Pourquoi, après tout, elles disparaissaient dans la forêt? J'étais à bout de nerfs, mon esprit en tourmente. Les empreintes autour de ma tente, cette silhouette sans visage, et cette sensation persistante d'être observé. Tout cela s'agglutinait dans ma tête, formant une masse informe de terreur pure. J'avais hâte de fuir, de quitter cet endroit maudit, et je n'avais pas l'intention de perdre de temps. J'ai rapidement démonté mon campement, enchaînant les gestes avec une frénésie presque frénétique. Le bruit du nylon de la tente se froissant dans mes mains me semblait trop bruyant, comme s'il attirait l'attention. Le silence autour de moi était oppressant, presque suffocant. À mesure que je pliais mes affaires, une idée m'effleurait l'esprit. Si je partais, est-ce que je quitterais ce malheur derrière moi? Ou serait-ce pire, une fois que je serais en chemin? Mes mains tremblaient alors que je chargeais mes affaires dans mon sac. Le dernier objet était ma canne à pêche, que je rangeais maladroitement dans le coffre de ma voiture. Alors que je fermais le coffre, un frisson me traversa. Je me retournai brusquement. Il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un derrière moi, dans la forêt. Une silhouette floue, entre les arbres, juste à la limite de ma vue. Mon cœur s'emballa. Non, ce n'était pas possible. Je n'étais plus capable de penser clairement. J'avais l'impression que l'air devenait plus dense à chaque seconde, que la forêt elle-même était en train de me retenir ici. Je fis un dernier effort pour me tourner vers le chemin qui menait au village. Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que je parte. Je marchais d'un pas précipité, presque en courant, jetant des coups d'œil frénétiques derrière moi. Mais avant que je n'arrive à la route, j'entendis un murmure, à peine audible, porté par le vent. Les revenants du semois ne partent jamais. Je m'arrêtai net, mes jambes tremblant sous mon poids. C'était la voix d'un homme, faible, presque un murmure, mais étrangement familière. Je me tournai précipitamment, et là, au sommet d'une colline, à peine visible entre les arbres, je vis la silhouette. L'homme sans visage. Il se tenait là, immobile, me regardant de loin, comme si chaque mouvement que je faisais était observé. Et, cette fois, je n'étais plus sûr de savoir s'il s'agissait d'une hallucination ou d'une réalité. L'air semblait chargé de quelque chose d'invisible, mais de terriblement présent. J'ai tourné les talons, courant aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. En traversant les bois, je n'osais même pas regarder en arrière. À chaque instant, je m'attendais à voir cette silhouette surgir de l'ombre, à entendre ce silence lourd de présence. Mais cette fois, je ne me retournai pas. Je ne m'arrêtai qu'une fois arrivé au village, haletant, le regard rivé sur la route. Quand je tentais de raconter mon histoire à l'aubergiste, il baissa les yeux, comme s'il savait exactement de quoi je parlais. Et avant de me répondre, il murmura, presque pour lui-même. Il faut laisser le semois en paix. Ceux qui en sont proches, il ne les oublie jamais. Je partis sans un mot, mais une dernière pensée me tourmentait. L'homme sans visage ne me suivait-il que dans mes cauchemars? Ou avait-il toujours été là, et je n'avais jamais voulu le voir? Dame était l'un de ces villages que l'on ne trouve que dans les cartes postales. Des ruelles pavées, des maisons aux façades médiévales, et une atmosphère tranquille qui semblait figée dans le temps. J'étais venu ici en touriste, attiré par son histoire et son charme pittoresque. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était une légende locale dont j'avais entendu parler sur un forum dédié aux lieux hantés, un vieux moulin, abandonné depuis des siècles, où l'on disait que des choses étranges se produisaient. Lorsque j'en ai parlé à l'aubergiste chez qui je logeais, il a immédiatement froncé les sourcils. Le moulin du vieux sentier? Personne n'y va. Ce n'est qu'un tas de ruines et un nid à problème.
Son ton était sans appel, mais il n'a pas cherché à me dissuader davantage. Ce n'était pas le premier village où l'on tentait de dissuader les curieux d'explorer un endroit supposé hanté. C'était même souvent un bon signe. Cela signifiait que les légendes avaient suffisamment de poids pour que les habitants y croient encore. Alors, ce soir-là, une fois la nuit tombée, je me suis mis en route. Le moulin se trouvait à l'écart du village, après un petit sentier envahi par la végétation. L'air était humide, l'odeur de terre mouillée flottait autour de moi, et le seul bruit venait du vent qui sifflait doucement à travers les arbres. Plus j'avançais, plus je ressentais un étrange malaise, une impression indéfinissable que quelque chose dans l'air était différent. Et puis, je l'ai vu. Silencieux, immense, ses ailes immobiles projetant des ombres noires sous la lumière pâle de la lune. Il était là, figé dans le temps, comme une carcasse oubliée. Pourtant, alors que je m'approchais, une sensation glaciale m'a traversé l'échine. J'ai inspiré profondément et posé la main sur la vieille porte de bois vermoulu. Le moulin m'attendait. J'ai poussé la porte avec précaution. Le bois, gonflé par l'humidité et rongé par le temps, a résisté un instant avant de s'ouvrir dans un grincement sinistre. Une odeur de poussière, de moisie et de quelque chose d'indéfinissable m'a immédiatement frappé. L'intérieur du moulin était plongé dans l'obscurité, à peine percé par la lumière de la lune filtrant à travers les fissures du toit. J'ai allumé ma lampe torche et balayé la pièce du regard. Tout était couvert d'une fine couche de poussière, comme si personne n'était entré ici depuis des décennies. Les murs en pierre étaient marqués par l'usure du temps, et les grandes poutres en bois menaçaient de s'effondrer. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le silence. Un silence total, oppressant, presque irréel. Même le vent qui soufflait dehors semblait s'être tu en franchissant le seuil du moulin. Je me suis avancé prudemment, chaque pas soulevant une fine brume de poussière. Au centre de la pièce, un escalier en colimaçon menait à l'étage supérieur, là où autrefois les mécanismes du moulin tournaient sans relâche. Les marches de bois étaient vermoulues, mais elles tenaient bon sous mon poids. Alors que je gravissais lentement l'escalier, une étrange sensation m'a envahi. Un frisson, profond et instinctif. Comme si quelque chose m'observait. Au moment où j'ai posé le pied sur la dernière marche, un bruit m'a figé sur place. Un chuintement? Non, un grincement métallique. J'ai levé la tête, et mon cœur a manqué un battement. Les lames du moulin étaient immobiles, figées comme un squelette décomposé. Mais j'entendais distinctement leur mouvement. Un frottement lent, grinçant, comme si elles tournaient, quelque part. Le souffle court, j'ai osé avancer encore un peu. Ma lampe a balayé la pièce supérieure, révélant des poutres poussiéreuses, des engrenages rouillés, des cordes pendantes. Rien ne bougeait. Et pourtant, le bruit persistait, résonnant dans mes oreilles, vibrant dans mes os. J'étais seul dans ce moulin abandonné. Du moins, c'est ce que je croyais encore à cet instant. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que le bruit venait du vent s'engouffrant dans la structure, créant une illusion sonore. Mais il n'y avait pas de vent ce soir-là. L'air, à l'intérieur du moulin, était figé, stagnant, comme si le temps lui-même s'y était arrêté. Mon regard s'est posé sur le sol, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Des empreintes. Elles se détachaient nettement sur la couche de poussière, des traces de pas qui ne m'appartenaient pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elles étaient récentes, impossibles à ignorer. Quelqu'un d'autre était venu ici, ou était encore là. J'ai suivi les empreintes du regard. Elles ne menaient pas vers l'escalier, ni vers la porte d'entrée. Elles allaient droit vers le fond de la pièce, là où un mur de pierre se dressait, intact en apparence. Je me suis approché lentement, la lampe torche tremblant légèrement dans ma main. En m'arrêtant devant le mur, j'ai remarqué une irrégularité dans l'agencement des pierres. Certaines semblaient différentes, comme si elles avaient été replacées plus récemment que les autres. J'ai tendu la main et effleuré la surface froide du mur. Un frisson m'a parcouru. Un battement sourd, presque imperceptible, a résonné sous ma paume. Comme si, derrière cette paroi, quelque chose respirait. J'ai reculé d'un pas, le souffle court. L'angoisse montait en moi comme une vague. J'avais l'impression que l'air autour de moi était devenu plus lourd, plus dense. Puis, sans prévenir, un coup violent a retenti contre le mur de pierre. Une détonation sourde, un impact brut. Comme si quelque chose, derrière cette cloison, venait de frapper, pour essayer de sortir. J'ai reculé d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. Mon esprit luttait pour trouver une explication rationnelle, mais tout mon corps me criait de fuir. Pourtant, une part de moi, celle qui m'avait poussé à venir ici en pleine nuit, refusait de partir sans comprendre. J'ai tendu l'oreille. Silence. Comme si le coup contre le mur n'avait été qu'un produit de mon imagination. Mais quelque chose clochait. L'air avait changé.
Une odeur âcre, humide, semblable à celle d'un sous-sol fermé depuis des siècles, s'était insidieusement glissée dans l'atmosphère. Mon esprit rationnel me disait que c'était simplement un mur ancien, peut-être un vieux cellier scellé avec le temps. Mais alors, pourquoi ces empreintes? Pourquoi cette sensation écrasante d'être observé? J'ai pris une grande inspiration et me suis éloigné du mur, tentant de retrouver mes esprits. Dehors, le vent s'était levé, sifflant entre les interstices des planches de bois délabrées. Il était temps de partir. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur un vieil homme assis sur un banc près de l'auberge. Il m'a regardé, puis son expression a changé lorsqu'il a vu la poussière sur mes vêtements. « Vous êtes allé au moulin, n'est-ce pas ?» J'ai hésité avant d'acquiescer. Son regard s'est assombri. Il y a longtemps, un homme y a été enfermé, un meunier accusé de sorcellerie. On dit qu'il avait trouvé un moyen d'attirer plus de grains que n'importe qui d'autre. Les villageois l'ont pris pour un démon. Alors ils l'ont enfermé à l'intérieur et ont scellé les murs, vivants. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et depuis, l'homme a haussé les épaules. Certains disent qu'il est toujours là. Qu'il attend. Il a marqué une pause avant de conclure, d'une voix plus grave. Et qu'il ne faut jamais le réveiller. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce mur de pierre, ses empreintes dans la poussière, et surtout, ce coup sourd, résonnant dans mes os comme un avertissement. Au petit matin, une obsession grandissait en moi. J'avais besoin de voir ce mur une dernière fois, en plein jour, pour me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu de mon imagination. Peut-être que la fatigue, l'obscurité et l'atmosphère du moulin avaient déformé mes perceptions. Je suis retourné sur place. Sous la lumière froide du jour, le moulin semblait presque banal. Plus petit, moins menaçant. Pourtant, en franchissant l'entrée, la même sensation oppressante m'a envahi. L'odeur rance persistait, comme si l'air n'avait jamais été renouvelé. J'ai marché lentement jusqu'au fond de la pièce, là où se trouvait ce mur de pierre. La poussière était toujours là, mais quelque chose avait changé. Les empreintes, celles que j'avais vues la veille, allaient en direction du mur. Maintenant, une nouvelle série les rejoignait. Mais elles allaient dans l'autre sens. Quelque chose, ou quelqu'un, en était sorti. Un frisson m'a parcouru l'échine, et mon corps tout entier s'est crispé lorsque j'ai senti un courant d'air glacé derrière moi. Une respiration. J'ai tourné la tête d'un coup sec. Rien. Le moulin était vide. Mais je savais, au plus profond de moi, que je n'étais plus seul. Nous avions toujours aimé l'aventure, moi et Damien. Partir en randonnée, dormir sous les étoiles, nous éloigner du monde moderne pour quelques jours, c'était notre façon d'échapper au stress du quotidien. Cette fois, nous avions décidé de camper près de la Roche-en-Ardenne, une région connue pour ses forêts denses et son histoire marquée par la guerre. L'endroit semblait parfait, un cadre sauvage, isolé, où nous pourrions vraiment nous immerger dans la nature. En arrivant au petit village le plus proche, nous nous sommes arrêtés dans une auberge pour manger avant d'entamer notre marche vers le bois. L'endroit était rustique, avec des poutres en bois massif et une cheminée qui crépitait doucement malgré la chaleur de l'après-midi. Le patron, un homme d'un certain âge avec une barbe grisonnante et des yeux perçants, nous servit 2 bières locales et nous demanda où nous comptions camper. Dans le bois, juste au nord de la rivière, répondit Damien en pointant une zone sur notre carte. L'homme s'arrêta un instant, ses sourcils se fronçant légèrement. « Vous êtes sûr de vouloir passer la nuit là-bas? Pourquoi? Il y a des animaux dangereux? » demanda Damien, amusé. « Non, enfin, pas ceux auxquels vous pensez. » Il resta silencieux un moment, comme s'il hésitait à en dire plus. Puis, haussant les épaules, il se contenta d'ajouter. « Faites attention. Certains endroits ont une mémoire. » Surpris par cette remarque, nous avons échangé un regard avant de rire doucement. Peut-être une vieille légende du coin pour effrayer les touristes? Nous avons terminé nos bières et avons quitté l'auberge sans trop y penser. Après plusieurs heures de marche à travers des sentiers sinueux, nous avons trouvé une clairière parfaite pour installer notre campement. Le soleil commençait à descendre, projetant des ombres longues et dorées entre les troncs des arbres. L'air était frais, et un silence presque total régnait autour de nous, seulement troublé par le chant lointain des oiseaux. Nous avons monté notre tente et préparé un petit feu pour cuisiner. L'atmosphère était paisible, et bientôt, la nuit est tombée, enveloppant la forêt d'un voile sombre. En regardant les flammes danser, je me suis souvenu des paroles du vieil homme, et un frisson me parcourut l'échine. Peut-être que certains endroits ont, en effet, une mémoire. Mais nous allions vite découvrir que celle-ci n'était pas prête à être oubliée. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, et seul le crépitement du feu brisait le silence environnant. Allongés dans la tente, Damien et moi parlions à voix basse, profitant de cette tranquillité rare, loin de l'agitation du monde. Puis, sans prévenir,
Un son étrange fusa dans l'obscurité. Un rire. Léger, enfantin. J'ai cru d'abord que mon esprit me jouait des tours, que c'était simplement le vent s'engouffrant entre les arbres. Mais quelques secondes plus tard, un autre éclat de rire résonna, suivi d'un bruit distinct de petits pas courant sur le sol humide. Je me suis redressé d'un coup, retenant mon souffle. Damien aussi s'était figé, le regard rivé sur la paroi de la tente. « T'as entendu ça » chuchotai-je. Il hocha la tête, les yeux écarquillés. D'autres rires s'élevèrent, plus proches cette fois, comme si un groupe d'enfants jouait juste autour de notre campement. Les bruits de pas tournaient autour de nous, rapides, presque excités, comme dans une ronde invisible. « C'est quoi ce bordel » murmura Damien. J'attrapai mon téléphone pour éclairer l'intérieur de la tente, comme si cela pouvait nous offrir une protection contre ce qui se passait dehors. Ce sont peut-être d'autres campeurs qui nous font une blague, soufflai-je, sans vraiment y croire. Damien se pencha vers la fermeture éclair de la tente et l'ouvrit légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Son corps se raidit immédiatement. « Merde, regarde !» Je me suis approché à mon tour, retenant mon souffle, et ai jeté un regard par l'ouverture. À quelques mètres de nous, entre les troncs sombres des arbres, de petites silhouettes se tenaient debout, immobiles. Elles semblaient être des enfants, mais quelque chose dans leur posture n'avait rien d'humain. Elles tenaient de faibles lumières dans leurs mains, des lanternes dont la lueur vacillante rendait leur contour encore plus inquiétant. Avant même que nous puissions réagir, elles ont reculé lentement, disparaissant dans l'ombre du sous-bois, comme si elles s'évaporaient dans la nuit. Un silence glacial s'abattit sur la forêt. Les rires avaient cessé. Seuls les battements affolés de mon cœur résonnaient à mes oreilles. « C'était quoi, ça » souffla Damien, refermant d'un geste brusque la tente. Je n'avais pas de réponse. Mon esprit essayait encore de rationaliser ce que nous venions de voir. Des enfants, à une heure pareille, au milieu d'un bois aussi reculé? Impossible. Et pourtant, nous les avions vus. On doit vérifier, dis-je, bien que chaque fibre de mon être me hurlait de ne pas sortir. Damien me lança un regard hésitant, mais après un instant de silence, il hocha la tête. Armés de nos lampes torchées, nous avons ouvert la tente et sommes sortis lentement dans l'air nocturne. Le feu s'était presque éteint, projetant des ombres tremblantes sur le sol. Tout autour de nous, la forêt était redevenue étrangement calme. Pas un bruissement de feuilles, pas le moindre cri d'animal nocturne. Juste un silence anormal. Puis, à la lisière des arbres, nos lampes torchées illuminèrent des empreintes. De petites traces de pas imprimées dans la terre humide, comme celles d'enfants pieds nus. Elles formaient un cercle autour de notre tente. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas une illusion. Quelque chose ou quelqu'un avait réellement tourné autour de nous. « Regarde là-bas » murmura soudain Damien. Je levai les yeux et mon estomac se noua. Entre les troncs, à une dizaine de mètres, elles étaient là, silencieuses, immobiles, des silhouettes d'enfants à peine visibles dans l'obscurité. Je voulais parler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Lentement, comme si elles glissaient sur le sol, elles reculèrent, disparaissant une fois de plus dans la forêt. Et cette fois, elles nous entraînaient avec elles. Le matin arriva, lentement, comme si le soleil hésitait à briser l'épais voile de mystère qui recouvrait la forêt. Je me suis réveillé avec une lourdeur étrange, mes muscles tendus, ma tête encore embrumée par la peur de la veille. Damien était déjà debout, les yeux fixés sur le feu qui commençait à reprendre vie sous l'effet du vent léger. Il ne disait rien, mais je pouvais lire dans son regard qu'il n'avait pas non plus trouvé le sommeil après ce que nous avions vécu. Nous avons plié rapidement nos affaires, en silence, nos mains tremblant légèrement en manipulant les cordes et les sacs. Le bois autour de nous semblait moins accueillant ce matin-là, plus menaçant même. Comme si la forêt elle-même nous observait, prête à nous dévorer dès que nous tournerions le dos. Sur le chemin du retour, nous avons décidé de passer par le petit village que nous avions traversé la veille. Nous avions besoin de comprendre, de savoir si ce que nous avions vécu avait une explication logique ou si nous étions simplement victimes d'une hallucination collective. Nous nous sommes arrêtés à l'auberge où nous avions mangé, espérant que le vieux propriétaire aurait des réponses. Dès que nous avons franchi la porte, il leva les yeux, l'air préoccupé, comme s'il nous attendait. « Vous avez vu les enfants, n'est-ce pas » demanda-t-il, d'un ton grave. Nous nous sommes figés, choqués par ces paroles. « Comment savez-vous cela » répondis-je, presque à voix basse. Le vieil homme se pencha en avant, ses yeux devenus sombres, comme s'il allait confier un terrible secret. « Ce n'est pas la première fois, vous savez. La forêt de la Roche-en-Ardenne cache bien plus que des arbres. Pendant la guerre, un groupe d'enfants réfugiés a disparu là-bas. Ils cherchaient un refuge, mais la forêt les a avalés. Depuis, certains disent que leurs âmes errent encore parmi les arbres, perdus, à la recherche d'un chemin vers leur maison,
vers la sécurité qu'ils n'ont jamais trouvée. Il se tut un instant, comme si une partie de lui-même revivait ce passé tragique. Puis il continua, presque dans un souffle. Il y a des rumeurs selon lesquelles ceux qui osent s'aventurer trop loin dans le bois ne reviennent pas, ou reviennent marqués, avec des souvenirs qui ne sont pas les leurs. Un frisson glacé parcourut mon échine. Damien et moi nous regardâmes, comme pour chercher une confirmation dans les yeux de l'autre. Mais au fond de nous, nous savions déjà la vérité. Ce que nous avions vu, entendu, ce n'était pas une simple légende. Les enfants étaient réels, et leur voix, leurs pas, ils nous avaient appelés. « Vous n'êtes pas les premiers à en parler » dit le vieil homme en fixant nos visages. « Mais soyez prudents. Les âmes des enfants ne sont jamais vraiment parties. Elles cherchent encore un chemin pour rentrer chez elles. Et parfois, elles trouvent d'autres âmes à emmener avec elles. Nous avons quitté l'auberge, le poids de ce que nous venions d'apprendre alourdissant nos pas. Le chemin de retour à notre voiture semblait plus long que la veille, et chaque bruit dans la forêt nous faisait sursauter. Les ombres des arbres, plus sombres à mesure que le jour déclinait, semblaient nous observer, comme si elles avaient pris vie, prêtes à nous engloutir. Nous n'avons presque pas parlé sur le trajet. Chacun de nous était perdu dans ses pensées, hanté par les rires des enfants, les silhouettes entre les arbres, et les terribles histoires du vieil homme. Je n'avais jamais cru aux fantômes ou aux légendes, mais maintenant, tout semblait différent. Nous avions été témoins de quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer, et une partie de moi savait que nous n'échapperions jamais à ce souvenir. Quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai jeté un dernier regard en arrière, vers la forêt qui s'étendait à perte de vue. C'était comme si elle m'appelait encore, me promettant qu'un jour, elle reviendrait chercher ce qu'elle avait perdu. Et dans un coin de mon esprit, une pensée me traversa, terrifiante. Et si, en partant, nous avions emporté avec nous quelque chose, un petit bout de cette forêt, un fragment de ces âmes perdues, quelque chose qui ne nous laisserait jamais en paix. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs dans le rétroviseur, comme si, là, dans l'ombre, je pouvais encore voir ces petites lanternes vacillantes se déplacer dans la nuit. Et à chaque éclat de rire lointain, je frémissais, me demandant si l'histoire était vraiment terminée. Les enfants de la Roche-en-Ardenne avaient trouvé une maison. Oui. Mais était-ce vraiment la nôtre?